Je ne pouvais pas imaginer, en travaillant en France, en Belgique, qu'il y avait des pays où il y avait des enfants qui avaient un diagnostic de diabète de type 1 et qu'il n'y ait pas toute la structure hospitalière ou toute la structure médicale, éducative, pour pouvoir les accompagner dans ce chemin qui n'est pas si rigolo, qui est vraiment difficile. Et donc ça, c'était déjà une première étape de qu'est-ce que je fais alors que là-bas on a tout et ici on n'a rien? Comment est-ce qu'on met en place pour qu'ils aient le droit, aussi bien qu'un petit Français, un petit Belge, un petit Suisse, de pouvoir vivre normalement avec son diabète et pouvoir avoir toutes les ressources pour pouvoir le faire? Que ce soit ressources au niveau personnel, au niveau professionnel, mais aussi au niveau du matériel. Alors l'absence de moyens, ça te renforce dans le vrai, l'indispensable. On peut rien faire, mais en tout cas, il faut faire ça, ça et ça. On est dans un pays de contradiction entre des endroits où il y a tout, et même les mêmes choses qu'on a en Europe, et des endroits où on n'a rien. Donc là où je suis, il n'y a rien. Donc au moins, on n'est pas perdu par le technique. On est beaucoup plus proche d'une relation humaine entre un professionnel et la famille. Ici, on est beaucoup plus proche de la terre. Déjà parce que la terre bouge tout le temps, et donc elle nous rappelle régulièrement qu'elle est vivante. Et on est beaucoup plus proche des esprits de la nature. Et voilà, il y a des rites ici où avant de se construire une maison, il faut toujours demander l'autorisation aux gardiens des montagnes pour avoir le droit de construire et de vivre dans un endroit. La cordillère. La cordillère, elle est juste de l'autre côté. Et quand il neige, elle est toute blanche. Et on a vraiment la cordillère à 4000 mètres. Donc il y a une vue, moi, me lever le matin et de voir cette cordillère, voilà, je sais pourquoi je suis au Chili. Le hasard a fait que j'ai rencontré quelques familles, quelques premières familles qui vivaient ici dans la vallée et qui avaient un enfant avec un diabète de type 1, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y en avait 80 dans la vallée et qu'il n'y avait personne pour les aider. Et qu'eux-mêmes, en fait, m'ont dit, mais Julie, mais c'est pas possible qu'on ait quelqu'un qui sache autant et qui puisse pas nous soigner. Et donc ça a vraiment été le moteur pour me dire, alors il faut que je me remette à réétudier toute la médecine en espagnol pour pouvoir passer les examens et pour pouvoir avoir mon diplôme de médecin généraliste, pour pouvoir commencer à les soigner officiellement. Parce que jusqu'à présent, je le faisais un peu des ateliers gratuits juste pour qu'ils aient les connaissances, on va dire. Ça a été un long parcours. Mais bon, après, tous les beaux chemins sont longs, non? Depuis le temps que je te connais et depuis le temps que j'ai commencé l'éducation thérapeutique, vraiment, c'est un chemin long et qui s'arrête jamais. Mais c'est quand même extraordinaire dans le domaine de l'éducation thérapeutique, telle que je la vois aujourd'hui, où c'est pas un accompagnement, c'est un matraquage d'informations. Eh bien, toi, tu réillustres l'élément de base, faire comprendre, c'est accompagner. Et dans le terme accompagner, il y a un mot de pain à partager. Ici, on a la campagne. La plupart des parents n'ont pas fait d'études. Les enfants, ils vont à l'école du village. Donc, donner beaucoup d'informations. Moi, la première chose que je me suis rendu compte quand je suis arrivée ici, c'est que les familles, elles étaient maltraitées. Elles étaient maltraitées dans le sens où on avait fait le diagnostic de diabète de type 1, qui pour moi est une maladie de pays riche, parce que ça demande beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un bon traitement et un bon suivi. Et en fait, on leur donne le traitement et jamais personne ne leur expliquait rien. Donc en fait, ils avaient le traitement, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient en piquant leurs enfants avec l'insuline, en essayant de faire tout bien, mais sans savoir absolument rien. Et donc vraiment, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient juste besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on les prenne dans les bras et qu'on leur dise qu'ils étaient plus tout seuls et qu'il fallait qu'on avance ensemble. Après, les informations, en vrai, on va par tout petit peu parce que je me rends compte vite que c'est pas facile pour eux d'intégrer toutes ces notions médicales parce qu'on est en train de parler d'un monde qui n'a rien à voir avec le leur. Donc la pédagogie thérapeutique, c'est un accompagnement, c'est pas une information. Non, c'est vrai que moi, toutes les familles ont mon numéro de téléphone, que je les suive ou non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir venir me voir en consultation, même si le prix est vraiment modéré, mais il y a des familles pour qui c'est difficile, et donc je vois pas pourquoi ce serait un argument d'avoir des sous ou pas pour pouvoir avoir un bon suivi. Et donc c'est des familles qui m'écrivent vraiment
à des moments où ils ont un doute sur la prise en charge. Et finalement, pour moi, ça me prend 5 minutes de leur dire, c'est quoi les options que vous avez pensées? Parce que l'idée, c'est pas de leur donner la réponse tout de suite, c'est continuer. C'est beau ce que tu dis, parce que il y a le médecin dans son rôle diagnostique. Puis alors la structure de formation, c'est, vous êtes sûr que c'est ce diagnostic et pas ce diagnostic-là. Alors tu dois justifier par toute la démarche intellectuelle du diagnostic, des diagnostics différentiels. Là, c'est le même médecin qui s'est entraîné à faire ces diagnostics différentiels, il devient l'indice de certitude. À chaque minute, il y a un choix à faire. Et finalement, ce choix, les professionnels, ils font leur prescription, et puis ils donnent le papier, et puis après, la personne, elle se débrouille avec ça. Oui. Et des fois, il y a plein de décisions qui sont beaucoup plus subtiles que dire, si la glycémie est à temps, vous faites tant. Parce que si la glycémie est à temps, vous faites tant, mais qu'est-ce que vous allez manger? Et ça va être quoi l'activité physique? Il y a eu quelque chose qui l'a perturbé? Ou comment ça va à la maison? Ou comment vous le vivez? Donc, il y a plein de choses qui permettent de déterminer vraiment la dose d'insuline. Et ça, on ne peut pas le faire. Et eux, finalement, ils ont beaucoup plus de critères à prendre en compte qu'un médecin dans une consultation qui fait une ordonnance de dose. Mais alors, quand tu me décrivais le mode de fonctionnement médical classique, tu disais qu'au Chili, il y a un équipement technique, scientifique tout à fait au point, mais que quelque part, les médecins n'osent pratiquement pas toucher le corps des malades. C'est pas évident parce qu'on leur enseigne pas à faire ça. On leur enseigne, comme tu dis, à faire des diagnostics, on leur enseigne à savoir demander le bon examen, on leur enseigne beaucoup de choses, mais pas cliniquement. Alors cliniquement, si, ils vont l'examiner pour voir s'il a un symptôme, mais ils vont pas le toucher pour lui dire « je suis là » ou « comment ça va ». Je vois, là, la chance, c'est que l'université où je suis en train de travailler pour former des jeunes médecins, vraiment, il y a cette démarche. On est en train de travailler beaucoup avec les psychologues, de savoir annoncer un diagnostic, de pouvoir... Et puis le travail qu'on fait avec Cisco aussi, d'introduire les outils du clown juste pour regarder dans les yeux l'autre, le toucher, pouvoir dire que aussi le professionnel, il est vulnérable et il a des émotions et c'est pas un robot. Le problème, c'est qu'en médecine, on nous enseigne que les émotions, on ne doit pas les montrer. On doit les garder à l'intérieur. Donc il y a un moment, le volcan... il explose parce qu'on ne peut pas garder tant d'émotions, parce qu'on a mal quand on voit qu'on n'arrive pas à traiter un patient, on a mal quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien, on a la rage quand ça ne marche pas ou quand on voit que la personne n'accroche pas et qu'il est en train d'être sur un chemin qui va lui provoquer des complications, mais on est heureux quand ça marche. Moi, j'aime pouvoir féliciter les familles quand elles ont fait quelque chose de bien. Le Chili est très solidaire, surtout les plus pauvres, ils sont vraiment très très solidaires. Ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné parce qu'en Europe, on a perdu ça. On a perdu cette solidarité. Si quelqu'un a besoin, ici, dans la médecine, les gens doivent tout payer. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un traitement de chimiothérapie, tout le monde va commencer à faire des billets de tombola, des repas pour partager, pour pouvoir payer la chimiothérapie de la personne qui a besoin. Mais quelque part, ce que je me suis rendu compte avec le diabète, c'est que c'était des familles très isolées, qui avaient du mal à communiquer entre elles. Et donc, on a identifié qu'ils ont besoin de pouvoir se rencontrer pour se rendre compte qu'ils vivent tout le temps la même chose, qu'ils sont dans la même situation. Les enfants ont besoin de partager entre eux. Et ils ont un besoin de connaissance, ils ont besoin d'être dans une grande famille où ils n'ont pas besoin d'expliquer aux autres ce qui se passe. Alors là, on voit dans le lointain une réserve de paille couverte par une bâche bleue. Tu proposes de créer un espèce de camping où des familles pourraient venir avec leurs enfants et se rencontrer d'une manière très douce et très naturelle, si j'ose dire. Pourquoi pas le faire dans la nature où on vit tous et partager, et on peut manger ensemble et on peut faire à manger ensemble. Et tous ces moments-là, c'est un moment de vie quotidienne où on peut intégrer comment est-ce que je gère le diabète sans que ça soit un cours où ils viennent avec leur cahier pour prendre des notes. Parce que finalement, on apprend plus en faisant, tous ensemble, que si moi je leur dis, vous devez faire ça, et finalement, quand ils se retrouvent à la maison, ils n'ont jamais eu cet ingrédient, ils ne savent pas comment ça se fait. Donc c'est plus facile de partager
c'est pas moi qui parle, on parle tous ensemble. C'est vrai que je suis très attachée à toutes ces familles parce que je reconnais l'énergie et la force qu'ils mettent dans une prise en charge qui est pas facile, ou la situation actuelle. Oui, ils n'ont pas à payer l'insuline parce que le Chili a fait un choix il y a 10 ans d'offrir l'insuline à toutes les personnes qui ont un diabète. Mais pour moi, l'insuline, c'est pas la clé. La clé, c'est l'éducation. La clé, c'est pouvoir accompagner ces personnes. L'insuline, on peut avoir de l'insuline et avoir une hémoglobine glyquée à 18. Donc, c'est pas l'insuline qui va lui donner une bonne qualité de vie, qui va lui permettre de faire tout ce qu'il a envie avec sa maladie. L'insuline, c'est un des éléments qui nous aide à ça. C'est sûr que sans insuline, il meurt. Mais avec l'insuline, il meurt de complications. Je m'étais toujours étonné pourquoi tu étais toujours fasciné en spécialiste, mais fasciné par la médecine générale, beaucoup plus que par l'hyperspécialisation dans un petit domaine sélectif du diabète ou de l'endocrinologie. Et ton parcours ici, ton exemple, illustre ça d'une manière... mais c'est pas quand même une espèce de frustration? Non, ça n'a jamais été une frustration. Moi, je voulais faire la médecine à ma sauce. Moi, je suis rentrée en médecine et j'avais une idée de la médecine qui était très humaine. Et puis, dans les 2 premières années, j'ai eu un choc culturel entre ma culture médicale et la culture, parce que moi, ma mère est médecin, mais elle a toujours travaillé chez nous. Donc moi, mes babysitters petites, c'était ses patientes. Elle travaillait dans le même appartement que nous. Et donc moi, pendant qu'elle travaillait, j'étais sur les genoux de ses patientes qui me lisaient des histoires parce qu'elle était en consultation dans le même appartement que nous. Donc moi, j'avais cette vision de la médecine très humaine, très à partager. Et donc quand je suis arrivée en médecine et qu'on a commencé à me dire, dans la médecine, il y a le cœur, le rein. Pour moi, je ne retrouvais pas ce que j'avais cherché dans la médecine. Donc voilà, après j'ai eu des crises, j'ai eu des moments difficiles. Et puis quand j'ai décidé vraiment de rester dans la médecine, la médecine c'était pour faire comme moi j'avais envie. C'était pas pour suivre un modèle de ce qu'on allait me donner. Donc ça a été très... J'ai construit mon propre parcours de médecine. Et alors dans ton parcours médical, tu vas dans la direction d'une plénitude médicale, éthique, esthétique, thérapeutique. Disons que j'ai l'impression de faire mon boulot. En tout cas, j'ai l'impression ici d'être dans un équilibre où vraiment je fais mon travail de médecin. J'ai pas l'impression d'être psychologue, j'ai l'impression vraiment de faire mon travail de médecin. Je fais des adaptations de doses, je m'assure que sur le plan de la santé et clinique, ils vont bien, je fais les examens biologiques dont ils ont besoin, mais je suis pas que ça, parce que sinon, si c'est pour faire la même consultation 20 fois à la suite, moi je m'ennuie. Moi j'aime, chaque consultation est différente, je sais pas ce que les personnes vont m'apporter. Il y a des fois, ils viennent en consultation, c'est pas un problème de dose d'insuline. C'est purement un problème de dynamique familiale ou l'enfant qui est en train de grandir et qui aimerait un peu plus d'autonomie. Mais les doses d'insuline, elles sont parfaites. Si on se met dans un schéma biomédical, on se demanderait pourquoi on paye une consultation pour les voir. Parce que finalement, je ne vais pas leur donner une ordonnance, parce que l'ordonnance, elle est faite. Je ne vais pas leur changer leur dose. Mais il y a un besoin d'autre chose, de dire... la situation, elle est là, et comment est-ce qu'on le gère maintenant avec cette nouvelle donnée qui est plus d'ordre psychosocial, mais qui est aussi autant importante de savoir s'il en manque ou s'il a trop d'insuline ou... Comment tu pourrais faire passer ton message à des jeunes collègues diabétologues qui veulent plus comprendre, croyant que plus comprendre te permet d'être meilleur médecin? Pour moi, le défi, c'est d'introduire l'éducation thérapeutique dès le début des études de médecine, de pouvoir montrer que l'éducation thérapeutique, c'est pas non plus quelque chose de technique, que c'est vraiment un apprentissage d'attitude. C'est vraiment comment on se positionne par rapport à l'autre. Qui est le plus important? C'est nous, professionnels, avec notre ego, ou c'est la vie du patient? La personne qui est en face, c'est pas seulement un diagnostic. Qui elle est? D'où elle vient? C'est quoi ce qu'elle aime faire? C'est quoi ses projets? En quoi moi je vais pouvoir l'aider avec ma médecine, avec mes connaissances,
en quoi je vais pouvoir l'aider pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle veut faire alors qu'elle est malade. Et en médecine, on nous forme, on nous formate à être très sérieux, à toujours. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne comprenaient pas quand moi j'ai eu du mal en médecine. Et c'est vrai que j'ai craqué pendant mes études de médecine, où je disais, moi, je ne veux pas être sérieuse, je ne veux pas avoir ce poids, cette responsabilité qui est si importante. Et eux, maintenant, après 15-20 ans d'études, de pratique, on s'écrit toujours et ils me disent, Julie, maintenant, on te comprend. Parce que maintenant, on se rend compte dans quoi on s'est enfermé et dans quoi maintenant on se sent obligé de faire parce qu'on n'a jamais partagé avec la personne qui était en face. Mais ça, c'est tragique. C'est tragique. Donc c'est vrai que l'enjeu, c'est de pouvoir l'enseigner dès le début pour que les étudiants puissent se dire, bon, oui, je dois être bon, oui, je dois être technique, mais cette technicité, la médecine, on n'est pas là, on ne va pas sauver le monde. On va faire que le monde il soit meilleur, on va faire que tout le monde se sente mieux, mais on ne va pas faire que la mort n'existe pas, parce qu'on va tous mourir un jour. La mort, ça n'a jamais été l'échec de la médecine. Je pense que les soignants, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils sont tout seuls. Moi, je ne me sens pas seule. Moi, dès que j'ai eu des moments difficiles, je t'ai appelé. J'ai appelé des personnes clés qui sont pour moi importantes parce que je sais que ces personnes-là, elles peuvent me soutenir et elles peuvent comprendre la démarche dans laquelle je suis. Il faut faire avec d'autres. Il faut faire avec d'autres. Avec d'autres sensibilités. Il faut pouvoir mélanger parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui va venir nous voir.